Restez pas plantés là, c'est le podcast qui met en lumière l'ensemble des connaissances scientifiques qui ont été engrangées depuis l'histoire de l'humanité par celles et ceux qui observent et étudient le verre qui nous entoure. Réapprendre à connaître les plantes par le prisme des sciences. Voilà l'idée de cette émission pour vous faire voyager des sciences expérimentales aux sciences humaines et sociales en passant par les sciences naturelles. Moi, c'est Delphine, je suis docteur en biologie végétale et je m'intéresse aux interactions entre les plantes et leur environnement. Et moi, c'est Lucia. Je suis doctorante et je travaille sur la perception de la sensibilité des plantes. On en est venu à se questionner sur les relations plantes-humains. Ce que cela implique sur notre connaissance du monde végétal, mais aussi et surtout tout ce qu'il reste à découvrir de ces dernières. Une plante a-t-elle la capacité d'agir sur son environnement ? Dans quelle mesure les plantes apprennent-elles de leur expérience ? Peut-on considérer qu'elles ont une mémoire ? Sont-elles capables d'adapter leur comportement ? Bref, peut-on parler d'agentivité des plantes ? Bonjour Lucia. Bonjour Delphine. Bonjour à toutes et tous. Et bonjour François Bouteau. Bonjour. Alors c'est un plaisir de te recevoir pour cette deuxième émission. Tu es professeur à l'Université Paris-Cité, au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, et tu travailles depuis de longues années sur la signalisation des plantes en réponse aux stimuli environnementaux. Alors, plusieurs raisons de nous réjouir de t'accueillir aujourd'hui. D'une part, parce que nous travaillons ensemble dans le même laboratoire sur cette thématique des réponses des plantes aux stress environnementaux depuis de longues années. Et forcément, c'est un moment agréable à passer, je le sais. D'autre part, parce que tu es une des figures françaises sur le comportement des plantes en interaction avec leur environnement. Et tu t'intéresses, de par ce fait-là, aux questions de l'intelligence des plantes et de leur agentivité. Vaste sujet à la fois intéressant et stimulant qui amène à de nombreux questionnements. Oui, et pour moi, parce que tu co-diriges ma thèse qui a démarré il y a à peu près un mois. Donc, super raison de se réjouir. Comme on est sur une radio universitaire, je me demandais si tu pouvais nous expliquer ton parcours scolaire qui fait que tu es arrivé au poste où tu es aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si je le prends en chronologique ou en antéchronologique. Je vais essayer de me rappeler. Donc, je vous passe quelques péripéties. Mais en fait, j'ai fait des études, un BTS d'analyse médicale. Donc, pour commencer, donc j'étais loin des plantes. Après, j'ai fait une spécialisation en microbiologie industrielle. Donc, je me suis intéressé à des mondes différents. Et puis après, j'ai repris l'université. Et là, j'ai décidé de travailler sur les plantes. Voilà, pour voir un autre monde. Et puis parce que les autres mondes ne m'intéressaient pas forcément plus que ça. Et donc, j'ai fait des études à l'université, qui était l'université Paris 7 à l'époque, qui a changé de nom plein de fois depuis, mais c'est toujours la même. Donc, ça fait longtemps que je traîne dans cet établissement. J'ai fait un magistère de génétique. Et après, j'ai fait donc un DEA à l'époque et une thèse où je me suis intéressé au Levea brasiliensis et à la production du caoutchouc naturel. Et donc, j'ai étudié en particulier les transporteurs de sucre et leur rôle dans la régénération du latex. Donc, ça m'a initié aux techniques d'électrophysiologie, et donc qui sont des techniques proches de ce qui est utilisé en neurobiologie chez les modèles animaux. Et donc après, quand j'ai été recruté à l'université, j'ai appliqué ces techniques aux réponses des plantes à leur environnement. Et donc, je me suis intéressé à tout un tas de signaux environnementaux, biotiques ou abiotiques, qui m'ont permis de bien réaliser, de comprendre un peu mieux la sensibilité des plantes à ces signaux et donc à toutes les problématiques qui ont émergé depuis peu autour de ces questions-là. Donc finalement, c'est parce que tu as étudié ces signaux qui sont des signaux rapides qu'on observe dans l'immédiat que tu en es venu à te poser la question de la sensibilité, de la réaction rapide des plantes finalement. Oui, alors moi, effectivement, ce que je dis à chaque fois, c'est qu'il y a des choses qui sont peut-être des évidences pour moi, de par les techniques que j'ai eu à utiliser dès que j'ai fait de la recherche. Donc, ces techniques d'électrophysiologie, c'est qu'on enregistre des événements au niveau membranaire qui sont très, très rapides. Donc, pour moi, effectivement, le fait que les plantes répondent rapidement à un stimuli, c'est une évidence depuis toujours, mais j'ai eu un peu de mal à réaliser que ce n'était pas une évidence pour tout le monde, finalement. Et
Et donc, j'ai réalisé ça peut-être lorsque j'ai rencontré des gens qui s'intéressaient à la société plante neurobiologie, à l'époque, qui a changé de nom pour différentes raisons, on y reviendra peut-être. Et donc, qui se posaient des questions sur, finalement, un peu au-delà de la sensibilité des plantes, mais voir qu'est-ce qu'on pouvait inférer à cette sensibilité. Est-ce que ça leur donnait des capacités d'agentivité, justement, voire d'intelligence, si on arrive à définir les mots clairement. Et donc, toutes ces questions-là. C'est vraiment un sujet très vaste. Et avant qu'on en parle, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, ta relation avec les plantes ? Puis, depuis toujours, j'ai toujours aimé me promener en forêt et puis passer du temps même seul. Même quand j'étais gamin, je me baladais seul en forêt. J'aime bien cette ambiance. Donc, ça, c'est un point qui est... Et puis, même maintenant, j'ai, je pense, une approche sensible quand je suis en forêt. C'est-à-dire que forcément, j'y suis beaucoup plus attentif maintenant, mais j'aime bien les ambiances, toujours sentir, regarder, toucher. Même quand je vais un pied à la fac à travers la ville, la plupart du temps, je vais toucher un arbre, une plante à un moment ou à un autre. Voilà, donc j'ai cette envie, on va dire maintenant, d'être toujours en relation. Voilà, je pense qu'il y a des choses à tisser. C'est comme un rapport charnel finalement avec, complètement, avec le végétal. C'est le rapport sensible avec vraiment, pour premier sens du terme, quoi, utiliser tes sens pour être en relation. Alors tu dis maintenant, ça veut dire que cette relation que tu as aux plantes aujourd'hui, elle a évolué, elle n'était pas comme ça au départ ? Je pense qu'elle était pareille, mais elle était inconsciente. Et maintenant que je travaille un peu plus dessus, elle est certainement plus consciente. C'est-à-dire que je ne pourrais pas dire si je le fais volontairement ou pas, certaines fois involontairement, et puis des fois c'est volontaire. C'est un peu différent quand même. Et comment tu penses que les recherches que tu as fait sur les plantes, tout ton travail, depuis toutes ces années, comment tu penses que ça joue sur cette perception-là, justement ? Est-ce que quand tu vois une plante, tu vas te dire, tiens, je sais comment elle fonctionne ? Oui, tout à fait. Forcément, on est un peu câblé par rapport à ce qu'on fait, quoi. Donc, tout de suite, dès que je touche une plante, j'imagine le nombre de canaux ioniques qui sont activés d'un seul coup pour transmettre l'information. Non, mais on rigole, mais c'est vrai que c'est forcément des réflexions. À un moment ou un autre, on se les fait, quoi. Je sais pas comment dire ça, mais quand on mesure en laboratoire, on voit des signaux, on voit des choses. Et c'est vrai que quand on est dehors, qu'on se balade, à un moment, on recolle à ça. Donc, effectivement, on peut essayer de penser qu'est-ce qui se passe. Effectivement, bon, on ne le verra pas, parce que ça ne se passe pas forcément à des échelles de temps ou de façon directement visible, mais oui, j'y pense. Alors du coup, tout à l'heure, tu parlais d'intelligence des plantes, agentivité. Moi, j'aimerais savoir comment tu définis l'agentivité des plantes. Ça, c'est une bonne question. Alors, le problème des définitions, rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Sur tous ces débats, quels que soient les termes, il convient d'abord de se mettre d'accord sur les définitions. Effectivement, puisque si on ne donne pas les mêmes définitions, et c'est souvent le cas en fait, on va tout de suite partir dans des débats qui ne sont pas très intéressants. L'agentivité, pour moi, ça va être la capacité d'une plante à réagir dans son monde, dans son environnement, et donc de ne pas être finalement un être passif, tel qu'on imagine souvent les plantes en fait. Mais la plante, elle va être agentive, c'est-à-dire que par rapport aux stimuli qu'elle va recevoir de son environnement, elle va être capable de les percevoir et finalement de transmettre une information, de l'intégrer et d'y apporter, si besoin, une réponse qui peut être au niveau cellulaire, au niveau morphologique, au niveau, etc. Donc l'agentivité, c'est cette capacité pour moi à interagir avec son environnement. Et à y répondre. Oui, c'est l'interaction, effectivement. Dans les deux sens. Dans les deux sens, ouais. Donc perception, réponse. Est-ce que du coup, finalement, ce serait pas comme une sorte d'intelligence ? C'est défini comme ça par un certain nombre de gens. Si on prend Mancuso, ce qu'il dit, c'est que quand il qualifie les plantes d'intelligence, il dit qu'elles sont capables, effectivement, de percevoir leur environnement, d'intégrer les événements et d'y apporter des réponses adaptées. C'est une des définitions simples et possibles de l'intelligence. Et quand on applique ça, ça ressemble effectivement à l'agentivité. Et finalement, ça ressemble... alors la sensibilité, c'est un peu moins, puisque la sensibilité,
On peut dire que c'est juste la capacité à percevoir sans y apporter une réponse, et encore. Et on peut aussi aller vers des définitions vers la conscience, qui est utilisé à l'heure actuelle par certains auteurs pour parler de la conscience du vivant. Ils considèrent que toutes les cellules vivantes sont conscientes, puisqu'elles sont sensibles, et sensibles, ça veut dire qu'elles peuvent percevoir leur environnement et y apporter des réponses adaptées pour maintenir leur fonctionnement. Et si elles ne sont pas capables de le faire, en fait, elles mourront. Donc en fait, toutes ces définitions sont assez proches finalement, et en fait elles recoupent des phénomènes qui sont à peu près les mêmes, quoi. Donc en fonction de ce qu'on veut dire, il faut faire très attention à bien préciser les définitions qu'on veut donner. Oui, parce qu'il y a une controverse sur ce sujet-là qui est, est-ce qu'on peut vraiment parler de conscience végétale ou d'intelligence végétale ? Alors moi, c'est ce que je fais à chaque fois que je fais des topos grand public. Typiquement pour l'intelligence, je liste un certain nombre de définitions que je suis allé chercher dans différents dictionnaires, différents auteurs. Et en fait, je montre qu'en fonction de la définition, on va dire qu'une plante est intelligente ou qu'elle ne l'est pas. Il y en a une, je crois que c'est Einstein, qui disait que l'intelligence, c'est l'imagination. Je suis incapable de dire si une plante a de l'imagination, mais a priori, on dira non, et donc elle n'est pas intelligente. Après, si on prend la définition style Mancuso, la plante est intelligente. Donc effectivement, c'est vraiment le début du travail pour pouvoir discuter ensemble, c'est de poser la définition. Et donc en fait, pour moi, dire qu'une plante est intelligente, c'est pas une fin en soi. Je veux dire, l'intérêt des choses, c'est de reconnaître aux plantes ce qu'elles sont capables de faire, et avec tout le potentiel qu'elles ont et les limites qu'elles ont. Elles font des choses différentes des animaux, et c'est très bien comme ça. Mais il faut bien être capable de définir les choses pour pouvoir en parler. Voilà, et donc l'intérêt, c'est de le comprendre, de le travailler dessus pour mieux le comprendre. Et les mots, faut utiliser les mots qu'on a à notre disposition. Alors ça aussi, c'est une partie du débat. Oui, parce qu'on aurait pu utiliser d'autres mots pour qualifier tout à fait ces comportements. Donc moi, je sais qu'au début, c'est ce que je pensais. Il fallait utiliser d'autres mots, comme ça, c'était plus simple. Le problème d'utiliser d'autres mots, c'est que on va créer un nouveau vocabulaire, et donc ça va concerner, tout au moins au début et pendant un certain temps, que des spécialistes. Oui, ce ne sera jamais relié au concept d'intelligence. Voilà. Et donc si on parle entre spécialistes, c'est bien, qu'ils se parlent, mais c'est pas très intéressant pour tout le grand public. Et je pense que dans la période actuelle, il est important de communiquer largement sur ces questions-là, parce qu'on a besoin de concevoir des nouveaux principes, des nouveaux outils pour faire évoluer un peu notre société qui en a grand besoin dans cette période de transition. Oui, et quelque part, utiliser ces termes-là permettrait de mieux intégrer les plantes dans notre quotidien et changer notre perception par rapport à elles. Exactement, il faut que tout le monde puisse s'approprier ces questions-là pour qu'on puisse évoluer. Si c'est juste 3 académiques qui se causent entre eux, c'est très bien, mais ça prendra trop de temps et on a besoin d'être un peu plus rapide en ce moment. Oui, c'est sûr. Donc ouais, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que l'idée, c'est du coup de diffuser ces infos-là et faire en sorte que... il y a aussi de plus en plus de monde qui s'intéresse à la question, et pourquoi pas créer des nouvelles vocations pour la science, du végétal, etc. Justement, quelles sont les indications scientifiques que tu pourrais peut-être nous en citer quelques-unes, qui nous faut penser que les plantes, justement, hormis la signalisation électrique dont tu as parlé tout à l'heure, capables de percevoir leur environnement et d'y réagir? Alors il y en a beaucoup, et puis il y en a beaucoup qui sont en fait connus par tout le monde. Et, on n'y pense pas forcément, on les intègre pas forcément. Un exemple simple, c'est la perception de la lumière. Alors on sait bien sûr que les plantes, elles font de la photosynthèse, donc elles l'utilisent. Mais on a tous vu aussi dans nos maisons une plante qui est sur un petit meuble un peu loin de la fenêtre et qui commence à se courber pour aller chercher la lumière. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est capable de percevoir d'où vient la lumière. Et donc, si elle en a besoin, d'aller s'orienter. Et donc, pour s'orienter, ça veut dire qu'elle apporte une réponse adaptée à la question « j'ai pas assez de lumière, elle vient de là-bas, je l'aperçois, donc je vais modifier ma croissance de manière à me diriger vers cette lumière ».
Donc c'est un exemple que je pense tout le monde a vu ou peut facilement expérimenter chez lui. Et on sait que les plantes sont comme ça capables de percevoir énormément de stimuli. Alors si on prend les différents sens qu'on a l'habitude de prêter aux animaux, à savoir l'audition, la vision, l'olfaction, le toucher, on peut trouver des exemples chez les plantes pour quasiment tous ces sens. Donc la vision, je viens d'en parler. Le toucher, alors il y a des expériences classiques qui montrent que quand vous avez des plantes, vous mettez les deux mêmes plantes dans deux pots l'un à côté de l'autre, et puis il y en a une que vous touchez chaque jour. Et vous allez voir qu'il y en a celle que vous ne touchez pas pousse, et celle que vous touchez chaque jour, eh bien, elle va pousser, mais moins vite. Elle va être moins grande. Donc ça veut dire qu'elle perçoit le toucher et que ça limite sa croissance. Donc il y a effectivement une réaction. Un autre exemple, alors très 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 classique, c'est le fameux Mimosa pudica. Donc ce mimosa qui a des feuilles qui se referment très rapidement. Et donc ça, certainement pour faire fuir les insectes. Donc l'intérêt, effectivement, c'est une plante qui a un mouvement rapide. Donc là, ça parle tout de suite aux humains, puisque c'est aussi rapide que leur mouvement à eux. Et donc quand on la touche, et ça a été démontré par un très joli papier cette année, eh bien quand on la touche, il y a un potentiel d'action qui va circuler de la zone touchée via les nervures, qui va atteindre les cellules de pulvinus qui vont permettre donc, par des modifications de surgescence, de refermer les folioles. Donc là, on a un exemple où on touche et effectivement, on a tout de suite une réaction. Donc la sensibilité au toucher, c'est simple aussi à visualiser. L'audition, alors c'est un peu plus compliqué, mais il y a beaucoup de papiers qui sortent à l'heure actuelle sur la capacité des plantes à percevoir le son. Un très bel exemple, moi que j'ai trouvé récemment, c'était la capacité de fleurs en fait à synthétiser, à augmenter la synthèse de nectar, donc qui vont nourrir les insectes qui vont venir chercher le pollen. Enfin non, en fait elles viennent chercher le nectar, mais quand elles viennent, elles mettent du pollen sur elles-mêmes et ça leur permettra la fécondation d'autres fleurs. Et en fait, ce qui a été montré, c'est que les fleurs augmentaient la synthèse de nectar lorsqu'elles entendaient le bruit de l'insecte. Et ça, c'est vraiment très joli et c'est vraiment une très belle adaptation. Donc, la plante perçoit le son. Alors, c'est bien spécifiquement la fréquence du bruit du bourdon, par exemple. Si on met un bruit de chauve-souris à 35 kHz, alors que le bourdon est à 1 kHz, ça ne marchera pas. Et donc, il y a vraiment perception du son et une réponse apportée qui est effectivement une réponse adéquate puisqu'elle sait que l'insecte se rapproche, elle fournit du nectar et ça va permettre donc à l'animal de venir et de faire de se nourrir et puis de se charger en pollen pour aller vers une autre fleur. Oui, ça montre qu'il y a un comportement qu'il y a un but qui est intégré. Tout à fait. En tout cas, en termes de sensibilité, c'est évident qu'il y a une sensibilité au son. Et alors, qu'est-ce qu'on a ? Oui, un autre, l'olfaction, on va dire. Donc, tout ce qui est goût, olfaction, en fait, c'est lié à la perception de molécules chimiques. Et ça, les plantes, alors là, c'est les reines pour ça, puisqu'on sait très bien qu'elles synthétisent des molécules odorantes, puisqu'il y a les parfums des fleurs, donc qui sont aussi faits pour attirer notamment les insectes. C'est une autre façon de les attirer. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que les plantes sont capables de synthétiser énormément de molécules volatiles différentes, et donc qu'elles communiquent entre elles avec ça. Donc ça, c'est-à-dire qu'il y a des communications intraspécifiques avec certains types de molécules et qu'elles sont capables de sécréter d'autres molécules pour des communications interspécifiques entre plantes, voire interspécifiques avec des animaux. Donc toujours un exemple que j'aime beaucoup, que je cite à chaque fois, c'est le cas où certaines plantes sont broutées par une chenille et donc la plante va percevoir la présence de la chenille par différentes façons, mécaniques, chimiques, et là elle va synthétiser des molécules volatiles, notamment les phéromones sexuels du prédateur de la chenille, et donc en l'occurrence d'une guêpe, qui percevant le phéromone sexuel va se rapprocher de la fleur, et faute de trouver le partenaire sexuel, va tuer la chenille et débarrasser la plante de la chenille. Donc là c'est une interaction tripartite avec des volatiles. Donc non seulement elles sont sensibles aux volatiles, mais elles sont capables de communiquer avec. Donc voilà, alors il y a de plus en plus d'études qui montrent effectivement ces capacités des plantes à utiliser des sens différents. Donc là, oui, tu nous as bien expliqué comment les plantes peuvent être capables de percevoir leur environnement, les sens qu'elles peuvent utiliser. Et c'est fou parce que
Alors moi, du coup, ça me fait penser un petit peu à la coévolution quand tu parles d'insectes, quand tu parles voilà, de pollinisateurs. Comment est-ce qu'on peut différencier cette coévolution, tout simplement juste pour permettre la survie d'une espèce, à quelque chose qui serait conscient finalement, qui serait conscient ou du moins déterminé, mais pas forcément à long terme pour la survie de l'espèce, quoi. C'est pour l'individu. Alors c'est vrai, tout à fait, que tout ça, on n'a absolument pas besoin d'être intelligent pour faire ce genre de choses. Donc la sensibilité est une chose, mais effectivement, il y a pas mal de processus qui peuvent être liés à la coévolution. Et donc ça implique effectivement des évolutions parallèles pendant des générations et des générations. Et donc sur les plantes, maintenant, on s'intéresse un peu aux questions autour des comportements. Et donc là, ça va être plus à des échelles de temps beaucoup plus courtes, en fait, à l'échelle de temps de la vie d'un organisme. Et je suis toujours un peu gêné de parler d'organisme pour les plantes, parce que c'est un peu plus compliqué que pour les animaux. Donc, un exemple de comportement pour expliquer ce que je veux dire, qui pour moi est très très joli. Et en plus, il est d'autant plus joli qu'on ne sait pas du tout comment ça marche. Donc ça, je trouve ça fascinant. C'est l'exemple d'une liane, Buckelia trifoliata, en fait. Et donc, cette liane, elle pousse sur une autre plante, en fait. Elle s'accroche dessus et elle monte dessus. Et en fait, elle va mimer la forme de la feuille de la plante sur laquelle elle pousse. Donc ça pourrait être un processus de coévolution. Effectivement, ça existe, des processus mimétiques, c'est bien connu. Mais là, c'est pas de la coévolution parce que la plante, le Buckelia, quand il passe sur une autre plante qui a des feuilles de formes différentes, eh bien, la même liane va modifier les formes de sa feuille pour ressembler donc aux feuilles de la plante sur laquelle elle est. Et elle peut le faire comme ça un certain nombre de fois. Donc ça a été montré dans un papier en 2013. Elle le fait au moins 3 fois sur 3 plantes différentes. Et donc c'est la même liane. Donc là, c'est pas un temps de coévolution. C'est vraiment un temps d'adaptation très rapide. Et on ne sait absolument pas comment elle est capable de faire ça. Donc dans le papier de 2013, il y avait des hypothèses d'échanges volatiles, etc., qui ne tenaient pas trop la route, parce qu'on ne voit pas comment on pourrait avoir tout un processus morphogénétique comme ça qui serait mis en œuvre aussi rapidement et par des volatiles. D'autant plus qu'il y a un papier qui est sorti l'an dernier et qui montre qu'elle est capable de mimer la forme d'une feuille quand il s'agit d'une plante en plastique. Donc là, c'est un peu plus... Voilà. C'est pas les volatiles. C'est pas les volatiles. Par contre, effectivement, on peut imaginer... spéculation, mais on peut imaginer que ce serait un système d'ombre portée, ou des choses comme ça, comme une forme de vision finalement de quelque chose. Donc c'est un sujet qui est assez passionnant. On a hâte de voir les nouvelles données qui peuvent sortir, si ce n'est qu'on a un petit problème pour avoir des graines de Buckelia trifoliata en ce moment, mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont à l'affût pour faire des expériences complémentaires par rapport à ça, et il y a pas mal de questions comme ça sur le végétal pour lesquelles on voit des capacités, on est absolument incapable d'expliquer comment elles peuvent faire ça. Et ça, je trouve ça fascinant. Et comme tu disais, il y a encore pas mal de travail, ça pourrait attirer des gens. C'est un peu le but aussi de notre web radio, c'est de pouvoir montrer tout ce qu'on a comme recherche actuelle sur les plantes et que ces informations ne sont pas assez diffusées. Ça, et puis voilà, il y a encore plein de choses à comprendre. On observe tout ça et on ne sait pas encore comment ça fonctionne, ou même quel est l'intérêt finalement, parce que là, la plante qui change la forme de ses feuilles, quel est son intérêt ? Le mimétisme, c'est souvent pour se masquer en fait, pour éviter d'être... les prédateurs, des choses comme ça. Bon, enfin, encore une fois, de toute façon, l'intérêt, on voit un intérêt partout, il n'y a pas forcément peut-être un intérêt direct. C'est pas sûr qu'il y ait toujours forcément besoin d'un intérêt. C'est peut-être très humain comme façon de penser les choses. Alors, du coup, moi, quand on imagine ce type de réaction assez rapide, finalement, à l'échelle d'une vie, même si les plantes peuvent vivre des millénaires, est-ce qu'on peut imaginer qu'une plante peut avoir une expérience et utiliser cette expérience de vie pour se défendre, pour optimiser sa croissance, par exemple? Donc tu parlerais d'une sorte de mémoire? Oui. Alors, les plantes ont-elles de la mémoire? Oui.
Alors, bon, il y a des expériences un peu classiques. Je pense à une expérience où vous prenez une plante et puis quand vous la placez de la position verticale à horizontale, la plante, la partie aérienne va avoir tendance à se courber pour remonter à la verticale. Et donc, une expérience un peu maligne qu'avait fait Dieter Volkmann en Allemagne, il prend la plante, il la met à l'horizontale, et en fait, avant qu'elle commence à se courber pour revenir à la verticale, il la met au frigo. Et donc, il bloque en fait les réactions enzymatiques et tout ça. Donc, la plante, elle est dans un état un peu ralenti. Et donc, elle reste à l'horizontale dans le frigo, et puis il la sort quelques heures après. Et quand il la pose, eh bien, la plante, elle commence à pousser. Et en fait, même s'il la pose droite, elle pousse à l'horizontale. Donc, c'est-à-dire qu'elle a gardé en mémoire le fait qu'elle avait été placée à l'horizontale avant d'être mise au frigo. Donc ça, c'est une première expérience qui montre qu'effectivement, il y a des choses qui sont stockées, des informations stockées qui lui permettent de, lorsqu'elle est repartie en croissance, elle a en mémoire qu'elle avait été mise dans une position au préalable à l'horizontale. Tu te rappelles au bout de combien de temps je crois qu'il devait la laisser la nuit, c'est quelques heures, 12 heures je pense. Il faudra revérifier, mais oui, c'est de l'ordre de quelques heures. Après, il y a les expériences de Monica Gagliano avec le Mimosa punica, donc toujours ce mimosa qui a les feuilles qui se ferment rapidement. Et en fait, là, ils prennent le mimosa et ils l'ont mis sur une petite potence et ils le laissent tomber de quelques centimètres. Et donc, le fait de tomber brusquement, ça fait un mouvement d'air et la feuille interprète ça comme un toucher ou comme s'il y avait un insecte, et donc elle se ferme rapidement. Et quand ils reproduisent la manip plusieurs fois, au bout de quelques temps, la plante ne ferme plus ses folioles. Donc ça veut dire qu'elle a réalisé que cette chute de quelques centimètres, en fait, n'était absolument pas délétère pour elle, donc elle n'a pas besoin de fermer ses feuilles. Alors, ce n'est pas un phénomène d'épuisement biochimique, ça a été vérifié. Hein. Et de façon intéressante, la plante, elle est capable de garder cette expérience en mémoire 28 jours. C'est-à-dire que si vous lui faites cette expérience, elle ne ferme plus ses feuilles. Après, vous la laissez tranquille pendant 28 jours et vous lui refaites la même chose, faire tomber de quelques centimètres avec la potence, et elle ne fermera pas ses feuilles. Donc elle a emmagasiné en mémoire pendant 28 jours le fait que la descente de quelques centimètres n'était pas problématique pour elle. Donc en fait, on peut parler d'un phénomène d'habituation, oui, qui fait partie des phénomènes d'apprentissage. Tout à fait. Donc elle a appris effectivement et elle a conservé en mémoire. Et elle peut le conserver en mémoire donc quasiment un mois. Donc ça, on ne sait pas comment non plus, hein, mais voilà. Oui, et puis 28 jours, c'est quand même étonnant. Il semble qu'il y a des poissons qui n'aient pas autant de mémoire aussi longtemps. Enfin bon, il faudrait peut-être faire différents tests, mais voilà. Donc, c'est pas anodin, 28 jours, effectivement. Alors il y a d'autres expériences encore un peu plus impressionnantes, mais bon, qui sont très sujettes à controverse et qui demandent à être vérifiées, etc., hein, sur la démarche scientifique, mais toujours l'équipe de Monica Gagliano, ils ont fait des expériences où ils ont tenté de reproduire un apprentissage par association, chez des plantes. Donc l'apprentissage par association, c'est l'expérience classique, c'est le chien de Pavlov. Donc on associe nourriture et son. Et puis au bout d'un moment, donc le chien il bave dès qu'il entend le son et qu'il a la nourriture. Et puis au bout d'un moment, on ne met que le son, plus de nourriture, et il bave rien qu'avec le son. Donc il a associé le son à la nourriture. Et donc ils ont fait le même protocole pour une plante. Alors la nourriture, ils ont mis de la lumière qui va permettre la photosynthèse. Et le son, ils ont mis un petit courant d'air. Et donc en fait, ils ont un tube en Y et ils font pousser la plante dedans qui va pouvoir aller d'un côté ou de l'autre du tube. Et ils associent lumière et flux d'air avec un des côtés du tube. Et puis, ils entraînent comme ça la plante. Et puis, à un moment, la plante, ils enlèvent la lumière et on voit qu'elle choisit statistiquement plus fréquemment le tube où il y a un peu d'air, même en l'absence de lumière. Donc, ça suggérerait qu'elle ait associé le flux d'air à la lumière. Donc, elle serait capable d'apprentissage par association. Alors bon, c'est très controversé, ça discute encore beaucoup, mais c'est des exemples d'expérimentation qui sont en cours sur le végétal et qui sont quand même assez intéressantes. Oui, parce que dans la controverse qui touche la neurobiologie végétale, souvent il est reproché le fait qu'on ne peut pas parler d'intelligence ou de conscience tant que la plante n'a pas un comportement dit proactif.
Et il y a des études qui sont en train de montrer qu'elles tendent vers ce comportement. Mais à cause des problèmes de définition, ces études sont pas du tout acceptées par la communauté des scientifiques qui travaillent sur les plantes. Alors, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il y a tout un pan effectivement, un groupe en tout cas de scientifiques qui sont très ouverts à ces questions-là. Hein, donc, autour de la société Plante Neurobiologie qui s'appelle maintenant Plant Signaling and Behavior. Ils ont changé de nom. Oui, alors en 2009, la société a changé de nom lors d'un colloque, tout simplement parce que Plante Neurobiologie, c'était très très provocateur. Ça a très bien marché, mais du coup ça a tellement bien marché qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui ne voulaient pas que leurs étudiants soient en lien avec cette société, donc ils leur interdisaient d'aller au colloque, il ne fallait pas citer les publications des auteurs, enfin voilà. Donc on a décidé de changer de nom pour Plant Signaling and Behavior, qui d'après moi est encore plus provocateur, parce que behavior c'est le comportement, et donc si on parle de comportement en animal, il y a beaucoup de choses derrière, donc, mais c'est pas grave, ça passe mieux apparemment. Et puis il y a aussi beaucoup de données qui sont arrivées, donc effectivement ça montre que les choses évoluent. Et donc alors, il y a une expérience aussi très jolie qui avait été faite chez Mancuso en Italie, et donc c'est le fameux haricot qui essaye d'attraper un poteau, hein. Donc là encore c'est des plantes volubiles qui s'accrochent à des poteaux ou d'autres plantes pour pousser. Et donc il a fait une expérience où on voit très bien le haricot avec sa façon de pousser qui fait une espèce d'ellipse parce qu'il pousse avec sa croissance. Et donc il tourne dans l'air comme ça, et en fait on voit très clairement qu'il se dirige vers le poteau. Donc pour moi cette vidéo elle est très très impressionnante parce que ce qu'elle montre c'est que le haricot sait où est le poteau. Et ça a été aussi quantifié depuis, il y a un papier de l'équipe de Paco Calvo l'an dernier ou il y a 2 ans, qui a vraiment clairement montré que le mouvement donc, de croissance des haricots n'était pas le même en l'absence d'un tuteur ou en présence d'un tuteur. Donc ça suggère que le haricot sait qu'il y a un poteau à côté de lui. Et là encore, on ne sait pas du tout comment il peut faire ça. Mais ça implique une sensibilité, bien sûr, et donc une adaptation par rapport aux stimuli, et puis un choix, finalement, parce qu'il choisit de se diriger vers le poteau. Et dans ces expériences, toujours, il y a une vidéo qui est très frappante encore. Ils ont fait la même expérience en mettant 2 haricots. Donc les 2 haricots, finalement, essayent d'attraper un poteau qui est au milieu des 2. Et on voit très clairement que dès qu'il y a un des haricots à attraper le poteau, le second, eh bien, il ne cherche plus à attraper le poteau, il va chercher ailleurs. Donc ça veut dire qu'il sait où est le poteau, et qui sait que l'autre haricot a attrapé le poteau avant lui. Et qui fait, là encore, le choix, finalement, d'aller ailleurs. Donc, voilà, ça, pour moi, c'est du comportement proactif, on ne peut pas dire le contraire. C'est vraiment du comportement. Et il y a beaucoup de travail pour comprendre comment les plantes sont capables de faire ça. Pour l'instant, on n'en a pas la moindre idée. Parce que ça laisse place à énormément de questions, cette expérience, finalement. En fait, ça repose le végétal dans un paradigme complètement différent de ce qu'on a l'habitude de penser et des capacités qu'on a l'habitude de lui attribuer. Oui, parce que même juste sur cette expérience-là, on peut imaginer, donc je mets des gros guillemets, mais que le haricot a conscience du fait que le poteau a été pris par une autre plante, et il a conscience que lui ne peut pas aller sur ce poteau-là, vu que sa réaction fait qu'il a abandonné, en fait, finalement. Oui, tout à fait. Abandonné ou il va chercher ailleurs. Oui, mais il a abandonné il a abandonné le poteau, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a des comportements végétaux. Donc, première question, qu'est-ce que tu appelles un comportement ? Est-ce que c'est juste une intention qui est observable physiquement ? Est-ce que ça peut être une réaction physiologique ? Et même au-delà de ça, là, finalement, on parle de 2 haricots. Ça veut dire qu'il y a un comportement social aussi chez les plantes. Oui. Alors, dans les comportements, on peut aller plus loin. Alors, ces expériences-là, on les cite et on les montre parce qu'elles sont visuelles, elles sont très, très parlantes. Hein. Mais il y a aussi pas mal d'expériences. On rend compte que les plantes vont être capables de synthétiser donc, par exemple des métabolites secondaires, etc., ou des enzymes, etc., en fonction de l'expérience qu'elles auront eue. Je prends des plantes carnivores.
elles vont sécréter une quantité d'enzymes pour digérer la proie qu'elles ont attrapée, donc qui va dépendre de la taille de la proie. Donc elles sont capables d'adapter leur production. Donc pour moi, ça relève aussi du comportement, même si c'est une production d'enzymes qu'on n'est pas capable de visualiser. Il faut vraiment faire les analyses pour aller quantifier ça. Donc les comportements, on ne va pas les voir forcément, mais il y a comme ça finalement des capacités très particulières des plantes à énormément de niveaux. On peut penser que les productions de métabolites secondaires vont aussi dépendre du nombre de stimulations qu'elles peuvent recevoir. Voilà, donc elles vont adapter leur métabolisme par rapport à une quantité qu'elles, je vais employer un mot, qu'elles décident de produire quelque part par rapport aux stimuli qu'elles ont eus. Donc ça relève du comportement, du choix. D'accord. Et donc pour le comportement social, alors ça sous-entend aussi qu'elles sont capables de prendre des décisions pour ou contre d'autres plantes? Oui. Alors, très belle expérience encore, que j'aime beaucoup. J'aime bien les expériences simples et visuelles, vous allez me dire, mais c'est une expérience où on a fait pousser deux plantes de la même espèce, l'une à côté de l'autre, en prenant bien garde que les feuilles ne se touchent pas, etc. etc. Et puis, deux plantes d'espèces différentes, dans les mêmes conditions, et on regarde comment les plantes se positionnent, et on se rend compte que quand ces deux plantes d'espèces différentes, en fait, eh bien, lorsqu'il y a une feuille qui est au-dessus de la feuille de l'autre espèce, il ne se passe rien, même si celle qui est en dessous donc a moins de lumière de fait. Et lorsque ces deux plantes de la même espèce, eh bien, on peut voir qu'il y a des fois la plante qui a la feuille au-dessus va déplacer sa feuille de manière à ce que la feuille de la plante de la même espèce qui est à côté puisse bénéficier de lumière aussi. Donc ça, c'est un comportement altruiste, je dirais, donc, qui implique que la plante reconnaisse donc une plante de la même espèce par rapport à une plante d'espèce différente. C'est une reconnaissance du soi, en quelque sorte. Donc ça, c'est encore dans le comportement, et ça implique encore de faire un choix, de prendre une décision et d'y appliquer ce qu'il faut. Et donc les mouvements, ça va être lié à de la croissance, donc effectivement, toute la mécanistique qu'on connaît par ailleurs, on peut lui imputer une mise en route par rapport à un choix. Et en termes de sociabilité aussi, je crois qu'il y a une expérience où on a observé qu'il y avait un arbre qui distribuait ses sucres à d'autres arbres à côté, des petits, en l'occurrence c'est souvent, il me semble, des juvéniles, donc ça peut être la même espèce, voire ses propres descendants, via les champignons mycorhiziens qui sont reliés aux racines de chaque arbre, en fait. Donc ça aussi, c'est un comportement... Oui, altruiste. Altruiste. Oui, c'est le concept du Wood Wide Web, en élargissant les choses. Donc ça, c'est très jolie expérience encore. On connaît l'existence de mycorhizes depuis très longtemps. Donc le mycorhize, c'est l'association entre une racine et un champignon. Donc le champignon, allant explorer le sol plus efficacement, on va dire, que les racines, parce qu'avec des adhésifs très fins, il peut aller partout. Et donc il va ramener de l'eau et des sels minéraux à la plante. Et puis la plante, elle, en faisant de la photosynthèse, va fournir des sucres. Donc on parle de symbiose, donc avec un échange de bénéfices réciproques. Si ce n'est que ces échanges sont extrêmement régulés, c'est-à-dire que si un des partenaires ne remplit pas son rôle, l'autre arrête. Donc là encore, c'est pas quelque chose de purement mécanique. Et puis maintenant, on a réalisé que, eh bien, dans une forêt, un arbre, il pouvait être comme ça, former des mycorhizes avec plusieurs champignons, et qu'un même champignon pouvait aussi faire le mycorhize entre plusieurs arbres. Et donc, du coup, on se retrouve avec des réseaux où les arbres sont connectés entre eux via les champignons. Et comme ça, en fait, toute la forêt, quasiment, peut être interconnectée. On a une espèce de méta-organisme géant. C'est pour ça que la question de l'organisme lui-même est assez surprenant. Et effectivement, au-delà des échanges trophiques eau, sels minéraux et photosynthèse, il y a énormément de messages qui circulent entre les champignons et les plantes, et entre les plantes avec l'aide des champignons. Et notamment, comme tu le disais, on a fait en faisant des traçages au carbone 14, on a pu voir qu'il y avait des sucres qui étaient synthétisés dans une plante qui avait accès à la lumière sans problème, et que ces sucres, on pouvait les retrouver dans des jeunes plants autour. Et donc, ça signifie que les sucres avaient migré de la plante donc exposée au soleil vers les plantes à l'ombre, en passant par les champignons. Et là, la question, c'est pourquoi le champignon redonnerait du sucre
voilà, ça pose question. Et donc l'organisation finalement sociale, entre guillemets, que ça peut impliquer, donc une entraide entre les plantes avec l'aide des champignons qui vont trouver un intérêt à ce que tout le méta-organisme fonctionne bien. Voilà, on peut imaginer plein de choses, mais ça implique des régulations extrêmement complexes qu'on commence à peine à découvrir et sur lesquelles, là encore, on ne connaît pas grand-chose finalement. Oui, et puis basiquement, ça illustre quand même très bien la capacité des plantes à avoir une communication intra- et inter-organisme. Ah, complètement. Enfin, ce qu'on peut imaginer, c'est que quand on est en forêt, entre les volatiles dont on a parlé tout à l'heure, que les plantes sécrètent pour la communication inter- et intraspécifique, et avec les autres phylums, on va dire, autres que les plantes, les communications via les mycorhizes, en fait, ça communique tout le temps, quoi. C'est vraiment... Enfin voilà, je pense qu'il y a des équilibres qui se créent, qui sont liés à des flux de communication extrêmement importants, qu'on n'imagine pas beaucoup, qu'on commence à peine à appréhender, mais on peut tout de suite comprendre l'impact que ça peut avoir si on compare une forêt qui se développe, qui devient mature, par rapport à une monoculture où effectivement on tue les mycorhizes et on fait des cultures intenses monospécifiques. C'est sûr qu'on élimine énormément de communication et d'équilibre qui existent, et donc ça pourrait permettre de réfléchir un peu différemment les pratiques culturales, que ce soit en pratique forestière ou même en pratique de grande culture. D'où l'importance de comprendre l'environnement dans son ensemble et pas là chaque espèce ou chaque genre séparément. Ouais. Et du coup, ça me fait penser un petit peu à l'environnement urbain. Dans quelle mesure les plantes peuvent être utilisées ou être utiles ou jouer un rôle dans la régulation de cet environnement urbain? Je pense évidemment aux pics de pollution, mais aussi aux pics de chaleur en temps de canicule. Alors c'est connu qu'on peut essayer de lutter contre les îlots de chaleur urbains, qui ne sont pas d'actualité en ce moment, mais qu'on a bien vécu cet été. Mais on sait que les plantes, par leur transpiration et donc les flux d'eau, rafraîchissent l'atmosphère. Donc effectivement, il y a plein de projets urbains, où d'ailleurs on va faire des forêts urbaines, plein de jolies choses. Donc ça, c'est effectivement un potentiel très intéressant, si ce n'est que les villes ne sont pas du tout conçues pour ça à l'heure actuelle, puisqu'on est dans la minéralisation à outrance, du béton partout, sur des épaisseurs pas possibles. Et donc, à l'heure actuelle, les plantes en ville, elles ont un peu de mal à survivre, je dirais. En plus, avec le réchauffement climatique, il y a plein de... Au-delà des effets abiotiques et des effets biotiques, on a vu qu'il y avait pas mal de maladies qui apparaissaient. Et comme on a des plantes qui sont plus trop connectées entre elles avec tous les systèmes d'échange d'informations, voire d'éléments minéraux, etc., on peut penser qu'en ville, c'est un peu compliqué la vie pour les plantes. Et on sait que les arbres en ville vivent beaucoup moins longtemps que les mêmes espèces lorsqu'elles sont en forêt, dans leur biome naturel. Et donc là, ça veut dire que utiliser les plantes en ville, oui, bien sûr, mais il faut reconcevoir entièrement finalement les villes. Il faudrait accepter de leur laisser de la place, y compris pour qu'elles soient donc dans des configurations un peu plus complexes que juste mettre un arbre tous les 10 mètres et mettre du béton partout autour. Une forme de liberté, leur laisser la possibilité de se développer et donc d'interagir en fait. Oui, donc pour ça, il faudrait quand même reconsidérer notre perception par rapport à elle. Bah oui, commencer par se dire qu'une plante, c'est pas la même plante quand elle est juste dans un pot, même si c'est un grand bac de béton, c'est pas la même chose que quand elle est en pleine terre et qu'elle communique avec les autres. Alors, si on regarde la définition d'agentivité, on peut trouver le fait qu'un individu, un organisme, quand il est agentif, il va agir sur son environnement. Donc, il a la capacité d'agir, de le modifier. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça aux plantes? Est-ce que vraiment c'est applicable aux plantes? Alors oui. Alors je reprends, il n'y a pas plus agentif qu'une plante, puisque la plante, elle fait de la photosynthèse, et donc elle va fixer du carbone minéral pour faire du sucre, et que ça c'est à la base de toute la chaîne trophique de tous les organismes vivants. Donc elle modifie son environnement finalement en permettant à tous les autres êtres vivants de survivre.
Et en plus, grâce à cette photosynthèse, qui est quand même un processus assez incroyable, elle va libérer de l'oxygène. Et donc, elle passe son temps à modifier son environnement. Et on sait très bien à l'heure actuelle que s'il n'y avait pas ça sur Terre, eh bien, on ne serait pas là. Donc, si on prend une définition de l'agentivité dans la capacité de la plante à modifier son environnement, oui, il n'y a pas plus agentive qu'une plante, pour moi, par rapport aux autres organismes vivants. Et donc, on peut même concevoir d'autres formes d'agentivité, puisqu'on a parlé pas mal d'interactions. Et donc, il est évident que si elle va modifier les échanges trophiques dans la forêt via les réseaux du World Wide Web, eh ben, elle va être agentive par rapport à tous les autres organismes autour d'elle. Donc ça, pour moi, la question de l'agentivité, effectivement, pour les plantes, c'est une définition minimale. D'accord. Parce que moi, le dioxygène, même si effectivement, ça fait maintenant longtemps sur Terre, ça fait des milliards d'années que la photosynthèse existe et qu'on a cette quantité de dioxygène dans l'air, ça pourrait être considéré finalement comme un déchet du métabolisme, même s'il y a des tas d'êtres vivants qui l'utilisent, ce déchet-là. Mais est-ce que c'est pas la conséquence juste de l'utilisation du CO2 et de la lumière ? Si, mais ça n'empêche que ça colle avec la définition de l'agentivité. Alors après, tu veux parler d'agentivité consciente, finalement. Oui, pourquoi pas, oui. En fait, on est dans les limites des définitions. C'est toujours la même chose. Comment on interprète les processus. On a donné quelques exemples tout à l'heure. Il est sûr que si vous avez des phénomènes proactifs, si vous avez des processus de choix et proactifs, vous allez influer sur votre environnement, de fait. Donc en fait, on retombe sur la définition d'un comportement, de l'agentivité. Voilà. Donc soit effectivement toute histoire de coévolution et tous les processus sont passifs, ce dont je doute au vu des données actuelles, et donc dans ce cas-là les plantes ne sont pas agentives, soit à partir du moment où elles ont des comportements, je pense qu'elles sont agentives. J'imagine quelqu'un écouter notre émission et dire quelque chose de très facile, c'est cette notion d'anthropomorphisme. Est-ce que, en fait, c'est pas simple de dire conscience, intelligence, et que c'est juste pas que de l'anthropomorphisme ? C'est de l'anthropomorphisme. C'est de l'anthropomorphisme ? Bien sûr, puisqu'on parle de concepts qui ont été décrits par l'homme pour l'homme au départ. Donc en fait, c'est tout un problème de ce questionnement-là. C'est-à-dire que si on prend, alors je vais reprendre la base de la discussion de tout à l'heure, si on prend la neurobiologie, c'est l'étude des neurones et en particulier du cerveau. Donc effectivement, un des systèmes neurobiologiques les plus performants, c'est certainement le cerveau de l'homme. Et donc voilà, il y a pas mal de concepts et d'expériences qui ont été faites à partir du cerveau et des neurones. Et en fait, la démarche scientifique voudrait qu'on parte des systèmes simples et qu'on aille pour décrire les concepts et les mécanismes et qu'après on étudie les systèmes de plus en plus complexes. Alors ce qui s'est passé avec la neurobiologie, c'est qu'on a commencé par étudier des systèmes complexes et maintenant on remonte à étudier des systèmes plus simples. Et donc on a du mal à inférer le vocabulaire qui a été établi pour des systèmes complexes à des systèmes plus simples. Oui, ce qui est compréhensible. Mais en fait, comment ne faire, si ce n'est, comme on parlait tout à l'heure, réinventer tout un vocabulaire. Mais je pense que ça serait contre-performant pour discuter avec beaucoup de gens à l'heure actuelle. Et donc on utilise effectivement des termes qui ont été développés pour des systèmes qui étaient beaucoup plus complexes que ce qu'on peut observer à l'heure actuelle. Mais si on regarde chez les plantes ce qui se passe lorsque vous avez un stimuli, eh bien il y a perception du stimuli. Et puis, ce stimuli, il est transformé sous forme d'information électrique via des potentiels d'action, des ondes de dépolarisation qui sont transmises, alors pas le long de nerfs parce qu'il n'y en a pas, mais via notamment les faisceaux du phloème. Et cette information, elle circule et dans d'autres endroits de la plante, elle va être décryptée pour arriver à des réponses physiologiques. Donc, on a un processus qui est tout à fait équivalent. Mais finalement, on passe son temps à comparer les plantes aux animaux, les plantes aux hommes ou les animaux aux hommes.
Donc c'est ça aussi l'anthropomorphisme, je pense, dont tu parles. C'est que on compare forcément avec ce qu'on connaît le mieux. Oui. Donc, alors qu'en vérité, il faudrait repartir de zéro peut-être et concevoir que la plante, c'est juste différent des animaux, différents... Avec des comportements qui sont communs. Mais alors, avec une base, en fait, créer des définitions communes, mais donc pas simples, mais... Alors, il y a deux choses pour moi, c'est qu'effectivement on fait toujours de l'anthropomorphisme parce que sinon on aura du mal à discuter les choses. Il faut tout réinventer, ça va être assez difficile de discuter au départ. Et puis les plantes, c'est quand même l'altérité par rapport aux humains parce que finalement une plante elle vit fixée parce qu'elle peut sur place faire sa photosynthèse et récupérer de l'eau et des sels minéraux. Et donc elle est avantagée par rapport aux animaux, elle n'a pas besoin de bouger. Donc on pourrait très bien voir ça comme un avantage. Et donc concevoir non pas le handicap de la plante qui est immobile, mais l'avantage de la plante qui n'a pas besoin de se déplacer. Donc on peut tout repenser en fait à l'envers. Mais il n'empêche qu'on a finalement les outils qu'on a, je dirais, pour réfléchir. Donc on fait de l'anthropomorphisme. Oui, mais après c'est à nous de faire le pas de côté pour essayer de bien... non pas se mettre à la place d'une plante, parce qu'on reste des animaux et on aura beaucoup de mal, mais essayer de réfléchir à quelles sont finalement leurs possibilités par rapport à leurs besoins dans ce qu'on peut essayer de comprendre. Donc il faut sortir de l'anthropomorphisme en faisant de l'anthropomorphisme. C'est un exercice de style. Merci de nous aider. Moi, j'aime beaucoup l'étymologie du mot neurone, quand même, si tu peux nous le rappeler. Ah oui. Non, mais ça, c'est pas possible, parce que je l'ai noté dans ma prochaine émission, tu es en train de... Ah, je spoil. Bah voilà. Mais c'est pas grave, je le dirai pas. Si, parce que c'est beaucoup mieux venant de toi que venant de moi. Je ne le dirai pas. Tu sais, plus on répète... Oui, répétons. Allez, vendu. Non, mais vas-y, je te laisse le dire, alors. Non, je sais plus. J'ai oublié. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Alors, je ne dirai rien. Je ne dirai. Vas-y. L'étymologie du mot neurone, c'est à la base des fibres végétales. En grec. Donc en fait, les neurobiologistes ont pillé le vocabulaire végétal et maintenant ils ne veulent pas qu'on l'utilise. Ça, c'était la petite blague. C'est la petite blague. Oui, et puis même le mot cellule. Hein. Oui. Cellule aussi, à la base, c'était pour les cellules végétales. Tout à fait. Puisque c'est ce qu'on voyait au microscope, les premières cellules, on les voyait parce qu'elles ont une paroi. D'où le terme cellule, parce qu'une cellule finalement animale ne ressemble pas à une cellule. Non. Les plantes, c'est la base de tout. Ok. On en vient à la fin de cette émission. Dernière question, si tu n'y avais pas déjà un petit peu répondu, parce que tu as cité beaucoup d'expériences, quelle est pour toi l'expérience ou la découverte récente, ou moins récente d'ailleurs, qui t'a le plus marqué sur les plantes? Alors il y a un papier très récent, toujours sur le Mimosa pudica, parce que, comme je le disais, les plantes à mouvement rapide, c'est fascinant, et puis on permet de voir des choses rapidement. Et donc là, il y a une équipe japonaise qui a fait très jolie expérimentation. Et ils ont montré finalement que le mouvement des folioles lorsqu'elles refermaient était effectivement connecté donc, à des influx calciques. Donc ils montrent, lorsqu'on touche la feuille, qu'il y a localement donc une augmentation du calcium dans les cellules et que cette augmentation de calcium elle va se propager jusqu'à la nervure principale de la foliole. Et là on voit donc que ce flux de calcium, il circule le long de la foliole vers la nervure centrale de la feuille. Et il y a même une accélération par rapport à la diffusion de cellule à cellule. Et donc quand elle atteint la nervure centrale, elle va se propager là encore dans cette nervure centrale. Et à chaque fois qu'elle atteint les cellules de pulvinus, avec leur construction qui permet de voir les augmentations de calcium, on voit un spot de lumière juste avant que la foliole se referme. Et donc ces petites vidéos que je vous encourage à aller voir sont très jolies et elles montrent bien qu'il y a un processus, je vais me permettre de dire neurobiologique, avec donc une propagation d'un potentiel d'action lié à un influx de calcium et qui amène une réponse très rapide. Donc ça, pour moi, c'est des très jolies expériences. Et ils ont en plus dans leur papier, et ça c'est assez élégant, montré que si bloquer
donc le fonctionnement des cellules de pulvinus qui permettent le refermement, soit avec de la pharmacologie qui bloque l'influx calcique, soit avec une approche génétique en modifiant les cellules elles-mêmes, eh bien, les insectes vont pouvoir rester plus longtemps sur la feuille et donc se nourrir de la feuille plus longtemps. Donc ils ont vraiment confirmé ce qui était dit sur le mimosa depuis très longtemps, donc en expliquant bien le processus neurobiologique à l'œuvre dans la transmission du signal et en quoi effectivement ce signal servait bien pour limiter la prédation par les insectes. Donc pour moi, j'aime bien les confirmations aussi élégantes quand elles sont faites comme ça. Ouais, c'est très joli, puis en plus c'est visuel, donc c'est très belle vidéo à aller voir effectivement. Oui, et puis même l'article en soi, c'est une bonne démonstration d'un article de ce qui est fait en physiologie des plantes en ce moment, dans la recherche Tout à fait. courante, ça l'illustre très très bien. Eh bien, pour conclure, voilà, si vous n'avez pas suffisamment de preuves pour vous montrer que les plantes font preuve d'agentivité, qu'elles sont capables d'être en relation avec leur environnement, d'agir avec d'autres plantes, voire des animaux, etc., eh bien, réécoutez cette émission. Je te remercie beaucoup, François. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Lucia, aussi. Merci. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment. Et puis, on vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. En attendant, restez pas plantés là.